Bonjour tout le monde, c'est Selma et vous écoutez Le Vocal. Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous ai préparé une petite dissertation, vidéo dissertation, podcast dissertation, qui s'appelle Le Blackout 2024, la fin de l'ère des célébrités. Alors, ça va être un format assez structuré, parce que parfois je fais des trucs un peu à la va-vite, parfois vraiment sous l'émotion, d'autres fois structuré, d'autres fois pas. Donc je faisais un peu de tout et là aujourd'hui je vous ai préparé un truc un peu structuré qui concerne le Blackout 2024 et le métier d'influenceur. Alors tout d'abord, c'est quoi le Blackout 2024 ? C'est un mouvement en fait qui a été lancé il y a quelques jours sur les réseaux, qui incite les gens à bloquer les stars, les actrices, les mannequins, les politiciens et les influenceurs qui n'ont parlé d'aucun des génocides, des problématiques qui se passent en ce moment sur Terre. Okay, donc que ce soit le Congo, le Soudan, la Palestine, les Hawaï, les Ouïghours, les Rohingyas, etc. Malheureusement, il y en a beaucoup et ces personnes-là n'ont parlé d'aucun de ces problèmes qui se passent. Donc pourquoi pousser les gens au blackout ? Pour la première raison, c'est de ne plus donner de visibilité et de crédit à ces gens en fait qui en ont littéralement rien à faire des autres. Et deuxièmement, en fait, pour faire pression. Pourquoi ? Parce qu'en voyant certaines personnes se faire bloquer, d'autres influenceurs, stars, etc. Vont en fait se motiver à parler. Et en fait, ils vont voir que la pression, en fait, c'est qu'ils perdent en visibilité et ils perdent de l'argent. Okay ? Donc peut-être qu'en tapant dans leur portefeuille, ils vont un peu se réveiller. Et en fait, le métier d'influenceur, il fonctionne comment ? Et ça va être notre premier point, parce que c'est important de comprendre ça avant de se lancer en fait dans tout ce sujet qui est plus ou moins complexe, on va dire plus ou moins. Alors il faut savoir que si sur YouTube et TikTok est seulement dans certains pays, on peut être rémunéré sans faire de partenariat, la plupart des influenceurs sur Terre, vraiment sur Terre, c'est un truc assez global, doivent faire du contenu pour être payés, donc ils ont des collaborations. Et en fait, ces collaborations-là, ce sont des nouveaux médiums pour faire de la pub. Et si avant tout était placardé sur les murs, passé à la télé ou encore dans des magazines, en passant par une boîte de com qui allait prendre des mannequins, etc. pour faire des pubs, maintenant on fait plus tout ça, on investit beaucoup moins, mais on investit un peu plus malin. Donc ça veut dire qu'on va utiliser des monsieur et madame tout le monde qui ont une audience qui est déjà conquise. Cette audience conquise, c'est les abonnés. Et qui dit public conquis dit bon chiffre d'affaires. Parce que oui, en fait, vos influenceurs préférés sont les nouvelles affiches de pub avec une tête fort familière. Et du coup, on a un public conquis, on a un public qui fait confiance, on achète les produits, bref, la marque est très contente. C'est un métier qui est très facile, qui est très prisé et où il y a beaucoup de personnes qui se lancent en fait vraiment tous les jours pour faire de l'argent facile. C'est vraiment un mot très important, c'est l'argent facile. Que ce soit l'humour, la mode, le sport, le gaming, le lifestyle ou encore le make-up, la création de contenu ouvre les possibles. Qui que l'on soit, où que l'on soit, si l'on veut, on peut. Il suffit d'avoir un téléphone et une bonne connexion internet. Donc vraiment, on se trouve en fait sous un angle très très libéral du monde de l'influence en fait, sans que ça en même temps vraiment, c'est un métier hyper libéral et ce vraiment presque partout dans le monde. J'ai vraiment mis presque partout parce que j'ai laissé un petit peu le bénéfice du doute, même si on se sait. On va capitaliser sur un de nos sujets, donc l'humour, la mode, etc. Un trait inné ou acquis, la religion, la couleur de peau, etc. Ou parfois on est même soi-même le produit qu'on va vendre et que l'on vend. Parce que, il faut le rappeler, les influenceurs, ce sont les nouvelles pages de pub et on les voit constamment nous conseiller tel produit, nous inciter à la consommation. Vous devez acheter cette nouvelle crème. Regardez la nouvelle paire de chaussures que j'ai. J'ai reçu ce colis. Unboxing, etc. à longueur de journée. Et tout ça, on l'a sous différents formats et parfois même sur des formats de storytelling dignes des plus grands auteurs de l'histoire qui nous font un petit peu nous émouvoir. Ces personnes, elles ont construit leur communauté en attirant les rires, la compassion, l'envie et parfois même la haine. La plupart sont persuadés d'avoir fait tout cela tout seuls et ils n'ont de compte à rendre à absolument personne.
Et c'est pour ça qu'en fait que je vous dis que c'est un métier ultra libéral, parce que ça ne concerne que notre personne et on doit le succès que l'on a à nous-mêmes et personne d'autre. Et aujourd'hui, on va parler du métier d'influence et de ses conséquences en fait sur le reste de l'humanité. Et là, asseyez-vous bien, soyez concentrés, c'est parti. Alors depuis octobre 2023, on peut ressentir un certain shift, un certain changement dans le milieu de l'influence. C'est le début d'une vague génocidaire qui existe depuis plus de 70 ans, qui a pris une envergure hors norme, et ce à partir du 7 octobre 2023. La violence fait que de nombreuses personnes, influenceurs et le commun des mortels, se documentent, investiguent et se remettent en question par rapport à ce qui se passe en Palestine et Palestine occupée. Sur les réseaux, on se rend compte que la sphère méta, donc Instagram, Facebook, il y a aussi WhatsApp, mais on va parler principalement de Instagram et Facebook, va supprimer, bannir, shadowban des comptes, des posts, parce qu'ils appartiennent en fait à des personnes totalement sionistes qui refusent en fait de partager en fait que l'on partage ce qui se passe en Palestine. Certains vont décider de ne mettre qu'un faible paix aux victimes par peur de perdre leur visibilité et donc de l'argent, parce que qui dit visibilité dit argent. D'autres envoient toute leur sollicitude vers un État colon et génocidaire, super, et d'autres encore ne vont rien dire. Ça va être silence radio. Certains, et ça c'est une minorité, vont avoir le courage de partager, de s'éduquer et de montrer clairement leur position et les conséquences sont celles que j'ai citées un peu plus haut. Donc quand tu montres ta sollicitude envers la Palestine, tu vas perdre de l'argent, tu vas perdre des contrats, tu vas perdre des abonnés, mais bien heureusement, tu vas pas perdre ta dignité. Et on salue le courage. Voilà, bien que ça reste le minimum légal en fait, de ne pas se liguer en fait avec des génocidaires. Depuis les 7 octobre, les choses ont plutôt stagné. Donc on a eu des vagues de solidarité d'un côté de l'autre, et après plus grand chose. Les choses elles ont pas mal stagné dans le monde de l'influence. Ceux qui partageaient leur désarroi et leur révolte avec les peuples palestiniens, soudanais ou encore congolais ont poursuivi, mais les autres ont continué leur train de vie en consommant des marques à totalement boycotter. Ou encore, donc ça veut dire que des gens consomment encore chez Starbucks, chez McDo, L'Oréal, et L'Oréal c'est beaucoup de marques. Bref, t'en as d'autres qui alternaient des posts Free Palestine et des pubs pour des marques comme Sephora, Google, Samsung, Coca-Cola, Moroccan Oil, Carrefour et encore une fois Starbucks. Eux, on se retrouve un peu comme dans une dystopie à la hauteur des Hunger Games. Si vous avez lu Hunger Games, si vous avez vu Hunger Games, je pense que vous savez très bien de quoi je parle. On voit défiler sur les réseaux sociaux des unboxings suivis de corps complètement ensanglantés aux quatre coins du monde. Il y a des marches, il y a de l'occupation, il y a occupation de bâtiments, de dons, des sanctions, et tout ça, ce sont des demandes des manifestants, mais surtout des principaux concernés sur les territoires occupés. Donc vraiment, on va avoir les Congolais, les Soudanais, les Palestiniens qui vont nous demander de partager et de manifester un maximum possible et de faire entendre leur voix. Donc on essaye, on fait dans un désespoir qui est ambiant, malheureusement. Le sentiment d'impuissance va nous gagner petit à petit au fil des mois. Et bien que certains pays, comme la Belgique, et je parle de la Belgique parce que fatalement je suis belge, va prendre certaines mesures, que ce soit face à l'ONU, à l'Union européenne, etc., par rapport à l'entité sioniste, mais malheureusement ce n'est pas assez. Il faut que plus de pays prennent leur position contre Israël. Et là arrive en fin avril, début mai 2024, les étudiants du monde entier qui petit à petit vont se mobiliser pour occuper leurs universités et demander à leurs professeurs, leurs doyens, leurs recteurs de couper les liens qu'il y a entre l'université et Israël. C'est un élan de solidarité qui va motiver les troupes partout dans le monde et redonner de l'espoir, car le courage et l'unité de ces étudiants sont exemplaires et mettent du baume au cœur.
plus ou moins en même temps. Donc on a vraiment cette vague de solidarité qui va un peu redonner vraiment un air d'espoir. Et en même temps, le 6 mai a lieu le Met Gala, la cérémonie qui regroupe le gratin du showbiz, les 1% des plus riches sur Terre, avec une place estimée à 75 millions de dollars, 75 000 pardon, excusez-moi, 75 000, 75 000 dollars, soit le prix pour faire évacuer plus ou moins 10 personnes de la bande de Gaza vers l'Égypte. Ce qui va mettre dans un premier temps le feu aux poudres et qui va lancer le mouvement Blockout 2024, donc 2024 in English. Et en fait, c'est vraiment une influenceuse américaine qui s'est déguisée en Marie-Antoinette lors du Met Gala, qui a posté une vidéo où elle dit « Let them eat cake » en riant, qui va vraiment faire scandale. Parce qu'en fait, cette vidéo-là, elle va nous renvoyer au fossé qu'il y a entre nous et eux, le commun des mortels et les célébrités qui se pensent intouchables. En fait, on a vraiment l'impression de voir le Capitole de Susan Collins, l'autrice des romans Hunger Games, qui elle-même en fait, et c'est très important de noter ce point-là, c'est qu'elle-même, elle explique qu'elle a tiré l'inspiration des Hunger Games parce qu'en fait, un jour, elle était en train de zapper à la télé entre une chaîne qui montrait une émission de télé-réalité et une autre qui montrait l'invasion américaine au Moyen-Orient. Donc il y a ces deux opposés qui cohabitent en même temps, ce qui lui a donné cette idée-là. Et là, on voit vraiment en même temps sur nos réseaux sociaux et à la télé des images du Met Gala de stars qui ont des robes et des sacs à des milliers d'euros et de milliers de dollars, qui ont payé une place à 75 000 dollars. Et en fait, juste à côté, des Palestiniens, des Congolais, des Soudanais qui sont en train de mourir sous nos yeux, qui meurent de faim aussi. Et nous, on est un petit peu dans une certaine impuissance, on ne sait pas quoi faire. Et en fait, le hunger qui nous renvoie, le Hunger Games, le Let them eat cake, qui pourrait être traduit en français par qu'ils mangent de la brioche, ça nous renvoie aussi au fait que en fait, ces populations-là, elles meurent de faim, littéralement. Ça me donne, moi personnellement, ça me donne des frissons, en fait, de savoir qu'il y a ces 1%-là, les plus riches, qui en fait se moquent d'une certaine manière et méprisent ce qui se passe dans le reste du monde. Et après, nous font des vidéos d'excuses pour dire qu'en fait, ils ne savaient pas et qu'ils ne savent pas comment faire pour se documenter, etc. Ok. Si vous voulez. D'accord. Bref. Là, on va avoir vraiment une deuxième vague, en fait, de mobilisation des internautes qui vont essayer de vraiment faire des choses de plusieurs manières différentes. Et tout ça dans le but de récupérer leur pouvoir. Ils vont bloquer ces influenceurs inertes et insensibles à la vie humaine et ils vont sommer les autres de partager différentes cagnottes. Donc ceux qui ont senti la pression les rattraper ont enfin décidé de paresseusement poster des liens pour récolter des fonds et eux, on vous retient. Vaut mieux tard que jamais, mais vous inquiétez pas qu'on vous retient en fait parce que vous avez fallu des mois et des mois avant de faire quelque chose parce que vous avez peur de vous faire bloquer et de perdre de l'argent, et d'autres ont pris leur responsabilité en main en nous faisant des excuses à coups de larmes de crocodile. Ouin. Et là vraiment, moi je pense qu'il est grandement temps de dire en fait que ça suffit de laisser ces influenceurs et ces célébrités nous cracher littéralement au visage en pensant qu'ils sont où ils sont par leur propre labeur. En fait, il suffit de les bloquer, de retourner la honte, parce qu'en fait c'est une honte d'avoir juste peur de se faire bloquer, de perdre de l'argent pour enfin donner de la considération à la vie humaine. Parce qu'en fait on ne peut pas dire avoir une communauté et ne pas give back à la communauté. C'est vraiment une relation transactionnelle, donc c'est du donnant-donnant, et en plus de relation transactionnelle, il y a de l'argent qui rentre en jeu en fait. C'est grâce à nous qu'ils sont où ils sont, c'est grâce à nous qu'ils gagnent de l'argent. Donc en fait, il y a un moment, il faut remettre les choses où elles sont en fait. Bref, nous, notre mode de vie, à nous, en tant qu'individus, il a des conséquences sur d'autres personnes sur Terre. On n'existe pas dans une bulle.
On n'existe pas dans une grotte où nos actes et notre manière de consommer, elles n'ont d'impact sur personne. On est tous interconnectés et c'est injuste de penser qu'à notre propre confort alors qu'il y a des gens qui meurent et qui ont, en fait, on est en partie responsable de ça de par notre manière de consommer. Et que surtout, on n'est pas impuissant. On peut faire bouger les choses, on peut faire changer la donne. Et on peut arrêter d'acheter le dernier appareil électronique en pensant aux enfants et toutes les personnes en fait qui vont récolter du cobalt et du coltan. On peut arrêter de consommer de la fast fashion en pensant aux Ouïghours et d'autres peuples qui sont malmenés en fait et forcés à travailler des heures et des heures pour des salaires minimes. Et on peut surtout arrêter de boire des cafés qui sont dégueulasses. Oui, je parle de Starbucks. Oui, le café est dégueulasse sur Starbucks. Et en effet, en fait, on peut l'avouer dans un safe space que oui, c'est pas la chose la plus simple du monde de changer toutes ces manières de consommer. C'est vrai qu'au début, c'est un peu déroutant, vraiment. Mais c'est pas la chose la plus dure que l'on puisse faire. En fait, il faut vraiment qu'on se dise qu'on change notre mode de vie, mais que c'est pour commencer un nouveau monde où on pense aux autres, même si on ne les connaît pas, même si ces personnes-là, on va peut-être jamais les voir, mais c'est pour le mieux en fait. Et moi je suis persuadée qu'en remettant les pendules à l'heure, on peut changer les choses, et qu'en remettant les gens à leur place, on peut changer les choses. Parce que ces influenceurs-là qui nous utilisent à longueur de journée pour gagner de l'argent, on peut les remettre à leur place en fait et leur dire en fait, il y a à partir d'un moment où si vous faites n'importe quoi, on va plus vous donner notre argent en fait. Donc il faut arrêter de donner de la force à ces influenceurs qui sont totalement égoïstes. Et il ne faut pas aller non plus ériger d'autres personnes comme des saints et les idolâtrer. Parce qu'il ne faut pas passer d'un extrême à l'autre et se dire « Ah oui, cette star-là, elle a fait quelque chose de bien et tout. On va la mettre comme une star, comme une célébrité, comme si c'était un saint ou une sainte. » Non, on arrête tout ça. On arrête de retomber dans le même schéma. Tout ça pour apprendre dans quelques temps que cette personne-là, elle est très très problématique et qu'en fait, on se retrouve dans le même délire en fait. Bref, vraiment, je pense qu'il est temps de remettre les choses à leur place, qu'on arrête en fait cette ère de stars, de célébrités qui sont presque comme des divinités, que on reprenne le pouvoir qu'on leur a donné, qu'on essaie de consommer plus consciencieusement et qu'en fait on est capable de changer le monde si on s'y met tous. Et vraiment, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les étudiants dans le monde entier qui occupent les universités. Moi, je suis plus étudiante, donc parfois j'ai l'impression que je suis un peu en dehors de ce truc-là, mais je pense que c'est super important d'aller occuper les universités avec les étudiants, de continuer à se mobiliser, à partager sur les réseaux sociaux le contenu, les informations, les cagnottes, etc. pour éduquer les autres personnes qui ne sont pas éduquées sur ces questions-là, parce que c'est sûr et certain qu'on ne peut pas tout connaître. Moi, personnellement, pour tout ce qui est les questions sur ce qui se passe au Congo, c'est parce que j'ai des copines qui sont congolaises et j'ai des amis sur les réseaux sociaux qui sont congolaises qui m'ont éduquée sur ces questions-là. Et je pense que du coup, moi, j'ai été éduquée d'une certaine manière grâce à elles. Et il faut aussi que j'aille éduquer d'autres personnes et que je fasse tourner en fait ces informations-là en fait. Pareil pour par la Palestine, pareil pour le Soudan. Il y a certains, par exemple le Soudan, comme ils sont un peu privés, ils sont souvent privés de connexion internet et sont coupés du monde. C'est super important en fait de repartager un maximum d'informations sur ce qui se passe là-bas. Si vous avez des cagnottes, n'hésitez pas du tout à les mettre en bio, dans les commentaires, dans vos bios même sur les réseaux sociaux en fait, parce qu'il y a des gens qui passent sur votre profil, donc il y a des gens qui vont cliquer sur ces liens-là. Je pense que tout le monde est capable de changer des choses à son niveau. Et en fait, c'est pas parce que vous n'êtes pas influenceur, vous n'avez pas de communauté, etc., que vous servez à rien. Parce que moi, j'étais monsieur et madame tout le monde. Et en fait, j'ai parlé et j'ai encore 1 milliard de barrières dans le monde de l'influence en tant que micro-influenceur. Mais c'est pas ça qui va m'empêcher de m'exprimer, en fait. Vraiment pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire oui mais ça se fait pas parce que c'est leur revenu qu'on bloque, etc. Moi désolée, j'ai pas vraiment de compassion, d'empathie, de pitié pour ces gens-là, parce qu'en fait moi, de par ce que je représente
que je suis une femme racisée, je suis une femme qui porte le voile, je suis une femme visiblement musulmane, je suis une femme musulmane qui porte le mot musulman dans mon nom des réseaux sociaux, donc Turned Muslim, qui fait que je n'ai pas de collab. Franchement, en tout et pour tout, j'ai sûrement fait 6 à 7 collaborations depuis que j'ai commencé les réseaux sociaux, dont j'ai été payée pour 2 à 3 collabs que j'ai fait. 2 à 3. Comme ça, vous avez un peu l'idée. Donc, je n'ai pas de collaboration pour ce que je représente, parce que mon identité, que je la veuille ou non, elle est politique, parce que vous le vouliez ou non, en fait, tout est politique sur Terre, et on peut pas se terrer dans le déni. Ce n'est pas possible, et encore plus avec tout ce qui se passe dans le monde là maintenant. En fait, il est plus que temps en fait de se rendre compte de tout ça, et que si vous avez eu le privilège d'être dans le déni et de pouvoir vous dire neutre, ou encore que ça vous importe pas et tout, c'est que vous êtes vraiment privilégié, et maintenant il est temps d'ouvrir les yeux et d'utiliser vos privilèges à bon escient. Voilà. Donc oui, non, je n'aurais pas d'empathie pour des gens qui se sont fait déjà beaucoup d'argent sur le dos de leurs abonnés et qui maintenant ne veulent même pas rendre l'appareil. Non. Désolée. C'est quand tu travailles dans une entreprise, l'entreprise elle te paye, et toi tu fais du bon travail pour l'entreprise, c'est pareil en fait avec les influenceurs. Donc voilà, et j'aimerais juste finir cette petite vidéo en me présentant moi, Tante Muslim, aka Selma pour les intimes, parce que j'ai parlé de tout ça, mais je vous ai pas dit qui je suis et pourquoi je parle de tout ça. Moi j'ai travaillé dans le monde associatif depuis très très jeune, donc j'ai travaillé dans le monde associatif bruxellois depuis que j'ai 12 ans. Donc à 12 ans, j'étais déjà investie, et j'ai commencé à militer à plus ou moins 18 ans. Et parallèlement à ça, au militantisme, j'ai poursuivi des études de sociologie et anthropologie, parce que pour moi c'était super important de savoir ce qui se passait sur le terrain, mais aussi d'avoir les connaissances académiques pour parler de ces sujets-là. Parce qu'en fait, c'est très bien de dire oui, moi j'ai vécu ça, mais en fait, il faut les appuyer sur des connaissances scientifiques, en fait. Donc pour moi, c'était important d'avoir les deux, d'avoir conscience de ce qui se passe en temps réel dans la vraie vie, mais aussi de ce qui se passe en temps réel aussi, parce que du coup, les sciences sociales, c'est aussi des choses réelles, c'est des données, c'est des stats, c'est des études. Et pour moi, c'était important d'avoir les deux. Ensuite, je me suis spécialisée sur toutes les questions qui sont liées à la classe sociale, au genre et à la race. Tout ça sous le prisme de l'intersectionnalité. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont posé des questions sur mes études, et je pense que je ferai une vraie vidéo où je parlerai un petit peu de mes travaux, etc., de mon mémoire en sociaux. Et j'ai aussi initié un mouvement qui s'appelle Hijabis Fight Back, qui a un peu fait le tour du monde, où on a organisé une manifestation qui a rassemblé plus de 4000 personnes en Belgique en juillet 2020, donc ça fait un petit peu de temps, et je me suis fait un peu connaître sur les réseaux sociaux à travers cette manifestation, parce que je passais à la télé, je passais dans des articles de journaux, etc. J'ai eu énormément de visibilité, pas nécessairement énormément d'abonnés, mais énormément de visibilité, donc les gens me reconnaissaient déjà dans la rue, c'était très bizarre. Et après ça, un an après, j'ai été au Canada pour faire mon Erasmus, pour poursuivre mes études de sociologie là-bas, et j'ai travaillé aussi là-bas, et c'est comme ça au Canada que j'ai commencé à me faire plus connaître sur les réseaux, en partageant ma vie, mais en partageant aussi c'était quoi la vie au Canada, le racisme au Canada versus en Belgique, et plein d'autres choses que vous pourrez trouver sur ma chaîne YouTube et même sur tous mes autres réseaux sociaux. Et là maintenant que je suis de retour en Belgique depuis quelques mois, je me dis que il est peut-être temps de reprendre le métier de militante. Je ne sais pas si j'irai directement organiser des manifestations ou quoi dans quelques temps, je pense pas, mais je pense surtout que je vais reprendre tout ce qui est contenu militant, des rencontres aussi avec des abonnés, des personnes qui sont spécialisées dans X ou Y questions, pour justement en fait ne pas rester dans cette impuissance et cette inertie qui nous tue tous à petit feu, et qui est vraiment un des outils utilisés par
je vais dire le monde, même si pourrait préciser, qui veut nous faire croire qu'en fait tout seul on sert à rien et qu'on peut rien faire, alors qu'en fait c'est en s'éduquant, se documentant et en fait en se connectant à d'autres humains, en socialisant, qu'on peut faire des choses, parce que ensemble on peut faire beaucoup de choses. Et j'aimerais terminer cette vidéo avec une phrase qui est scandée souvent pendant les manifestations, un peu partout dans le monde. C'est une phrase qui a été dite pendant la révolution chilienne, il me semble. C'est que le peuple uni ne sera jamais vaincu. El pueblo unido jamás será vencido, avec une petite accento. Mais vraiment, c'est important de se dire que unis, on ne sera jamais vaincu. Donc, unissez-vous. Allez voir dans les assos près de chez vous ce que vous pouvez faire. Interagissez avec du contenu, interagissez avec des gens. Vous avez du pouvoir. Il faut juste savoir quoi faire avec. Et sur ce, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Bye bye!